Merci. Excusez-moi d'encore allonger cette journée qui a été copieuse et passionnante. Je vais juste vous dire, après 11 mois de mission sur l'amélioration de la reconnaissance du doctorat en France, mais 7 convictions. Première conviction, la société française, exactement comme les sociétés européennes qui ont été présentées par David Bogle, a besoin de diversifier les compétences de ses cadres supérieurs et de ses élites. Par conséquent, pour moi, il n'y a pas l'ESR et le non-ESR, il y a l'ESR, les 3 fonctions publiques et les entreprises. Et ça, c'est un point essentiel. L'idée que chacun de ces 3 blocs puisse être irrigué par la recherche est une clé pour que les sociétés européennes où les économies sont en croissance particulièrement molle aient des chances de garder une possibilité de créer des emplois et d'innover. C'est la conviction numéro 1. D'où la conviction numéro 2. Il y a des adversaires du doctorat. Et ces adversaires du doctorat, j'en vois de 3 ordres. Première catégorie d'adversaires, à l'intérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le nombre très important de gens qui disent « nous ne devons fournir que des gens qui iront dans l'enseignement supérieur et dans la recherche », c'est-à-dire les théoriciens de la reproduction pure et simple. Ces gens-là, ils enfoncent la société européenne. Deuxième catégorie d'adversaires, dans les fonctions publiques. Il faut bien se le dire, les 3 fonctions publiques en France sont sous-diplômés, sous-qualifiés. Et il faut le dire, et donc les 3 fonctions publiques, aussi bien les gens du haut que les gens du milieu que les gens d'en bas, ne veulent pas de docteurs. Troisième catégorie, les entreprises. Et là, je dirais que les entreprises, c'est un milieu très varié et qui est en train d'évoluer. Mais vous avez 2 problèmes de base qui sont convaincre les directeurs des ressources humaines qui n'ont pas l'habitude du doctorat. Et deuxièmement, convaincre les entreprises elles-mêmes que les docteurs ne fabriquent pas uniquement des gens qui feront de la recherche. Il peut y avoir des docteurs dans d'autres fonctions que la recherche, et je dis que ce n'est pas une banalisation du doctorat, c'est une amélioration et c'est une ouverture des compétences des autres fonctions. C'était ma conviction numéro 2. Conviction numéro 3, importance des docteurs étrangers pour la France. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure, je vais quand même les remonter légèrement. Sur les chiffres de 2013, il y a 42% de docteurs qui sont étrangers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aussi que le nombre de docteurs français est en baisse continue depuis 2006. C'est-à-dire que la France n'aurait pas un nombre de docteurs en augmentation si elle n'avait pas accru ses chiffres d'étudiants étrangers depuis. Et donc nous sommes devant un divorce entre l'augmentation des docteurs étrangers et la baisse des docteurs français depuis 2006. Et ça, c'est un problème qu'il faut traiter et qu'il faut résoudre et pour lequel il nous faut, entre autres, améliorer ce qui se fait notamment depuis 3 ans, des données statistiques qui sont très faibles sur les docteurs étrangers et qui sont d'autre part très faibles sur les emplois réels des docteurs hors système ESR. 4e conviction, tout le monde réclame le profil de compétences dont a parlé Monique Martinez tout à l'heure. En d'autres termes, le doctorat est quelque chose qui est foncièrement obscur pour les 3 fonctions publiques, qui est foncièrement obscur pour les entreprises, et l'idée qu'il puisse y avoir un profil de compétences, et il y a eu plusieurs propositions effectivement qui devraient s'unifier dans le mois qui viennent, reçoit l'accord de principe et des employeurs du public et des employeurs du privé. On peut le compléter par un supplément personnel qui dise quelles sont les compétences individuelles
de tel ou tel docteur, mais l'idée qu'il y ait un profil de compétences national commun et subsidiairement inscrit au RNCP est quelque chose qui est totalement indispensable. 5e conviction, un doctorat et un seul. Ça n'implique pas que ce doctorat unique ne puisse pas être diversifié. Diversifié par sa capacité à être ouvert aux professionnels, aux adultes, mais il est absolument incohérent avec l'idée de faire augmenter la reconnaissance du doctorat dans les fonctions publiques et dans les entreprises et de le diversifier en même temps, sinon personne ne comprendrait à quoi on joue. 6e et avant-dernière conviction, où sont dans l'immédiat pour un pays comme la France les réservoirs d'emploi pour les docteurs qui n'iront pas dans le système enseignement supérieur et recherche. Et là, je vous le dis sans phare, elles sont de 3 ordres. Premier ordre, c'est dans l'enseignement. Et ça apparaît aussi dans le tableau qui nous a été donné tout à l'heure pour UCL. C'est dans l'enseignement, et c'est dans l'enseignement secondaire qu'il y a les plus grosses perspectives d'emploi à l'intérieur de la fonction publique, des 3 fonctions publiques pour les docteurs. Et il y a déjà beaucoup de docteurs qui sont candidats. Deuxième réservoir d'emploi, c'est les ingénieurs de la fonction publique territoriale pour lesquels les collectivités n'arrivent pas à pourvoir les postes faute de candidats en nombre suffisant. Troisième catégorie, les entreprises. Il y a des écarts majeurs d'une branche à l'autre, mais le 3e réservoir, il est là. Donc, dans cet ensemble, vous voyez bien que le premier de ces viviers, de ces réservoirs possibles d'emploi, c'est l'éducation nationale. Et c'est donc une nécessité que ce ministère soit exemplaire pour convaincre les collectivités territoriales et les entreprises qu'on peut marcher, on peut avancer. Et dernier élément, les 2 composants, le 7e et dernière conviction, le problème de la reconnaissance des docteurs a 2 dimensions. La première dimension, c'est recruter des docteurs. Et dans les fonctions publiques, ça passe, à notre avis, pour partie, par des recrutements réservés, qui sont la garantie que tel pourcentage de postes dans les fonctions publiques aille à des docteurs. Ça peut passer aussi par des recrutements réservés dans les écoles de la fonction publique, mais c'est la réservation de postes. Sinon, on n'aura de docteurs que comme aujourd'hui, par des emplois qui sont profondément déqualifiés. Il faut donc réserver des emplois correspondant aux qualifications visées. Et c'est la même chose dans le privé, dans les entreprises. C'est convaincre les entreprises qu'elles ont un intérêt stratégique à recruter des docteurs. Et le deuxième problème, c'est le niveau de salaire. Le niveau de salaire, c'est-à-dire la carrière, c'est-à-dire ce qui a permis, on l'a vu tout à l'heure, la gestion de vie. Et ici, je distingue 2 choses. Dans les fonctions publiques, le niveau de salaire va de pair avec la réservation d'une fraction d'emploi. Et là, c'est ce qu'on a obtenu fin octobre avec l'inspection générale des affaires sociales qui a été, dans la période récente, la première structure de la fonction publique d'État à reconnaître un recrutement de docteurs, même s'il y a des formulations sur les spécialités qui continuent de poser problème. Et dans les entreprises, ça passe par des conventions collectives. Et parce que c'est comme ça que la négociation salariale fonctionne en France. Et ici, on se heurte à un problème qui est extrêmement difficile. À quel niveau va-t-on situer un docteur ? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible de le situer à un niveau égal à celui d'un ingénieur ou à un niveau supérieur à celui d'un ingénieur ? Et ici, nous pouvons avoir des convictions, nous pouvons les défendre,
Mais il faut bien voir que ça ne peut passer que par la libre négociation, branche par branche. Donc, je me résume, d'un côté, il nous faut montrer par la réforme du doctorat que l'on se préoccupe de faire vraiment de la France un pays où le doctorat a une valeur. Mais ensuite, il faut bien qu'en dehors du système ESR, les trois fonctions publiques et les entreprises prennent leur part de la tâche et se laissent convaincre ou acceptent d'être convaincus qu'il y va de leur intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire.